Si tu fais ne serait-ce qu'une seule de ces 10 erreurs, alors tu passes certainement à côté de millions d'euros de financement qui propulseraient ta carrière. Dans cette vidéo, je vais te partager les erreurs que les chercheurs africains font le plus souvent dans leur demande de financement, mais surtout, comment faire pour les repérer et les corriger. Je te donnerai également 2 bonus à la fin qui font toute la différence. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Fono. Je suis chercheuse, microbiologiste et enseignante. Sur cette chaîne, mon objectif est très simple, d'aider toi, chercheur ou chercheuse africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière impactante, financée et visible, le tout sans attendre la permission du système. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes succès, de mes erreurs, mais surtout comment faire pour accélérer ta progression académique et devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Donc comme ça, tu en as marre de soumettre des appels à financement pour ne recevoir que des échecs ou des refus. Ou encore, tu te peines à produire un travail qui, selon toi, te semble bon, excellent, qui, avec ton niveau académique, avec ton talent, ton intelligence, mériterait d'être financé pour te propulser sur la scène internationale. Si tu en as répondu oui, alors tu fais partie de la majorité de ces chercheurs africains qui ont le talent, le potentiel, le projet, mais qui commettent des erreurs évitables dans leur application, des erreurs qui leur sont préjudiciables. Quelles sont donc ces erreurs? La première erreur est tout simplement que ton problème ou la problématique que tu abordes est floue ou alors non démontrée. Tu expliques une idée, mais tu ne prouves pas pourquoi c'est un réel problème urgent, inédit et critique qu'il faille financer dès aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu dois en faire? Tu dois ressortir les faits récents. Tu dois utiliser une revue de littérature actualisée qui amplifie l'impact du problème que tu aurais identifié. Tu dois donc donner des données solides et montrer le réel besoin, non pas seulement pour toi, mais également pour la communauté qui en te finançant. Le deuxième problème que beaucoup de jeunes chercheurs ou même des chercheurs expérimentés commettent encore, ce sont des objectifs vagues ou alors mal définis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des chercheurs qui font des objectifs qui sont trop larges dans le temps, qui, selon le temps du projet ou les fonds disponibles, vont laisser paraître la possibilité d'un échec du projet. Donc, si tes objectifs sont trop larges, ne sont pas mesurables, ne sont déconnectés de la réalité, alors tu auras toutes les chances d'être rejeté. Comment tu dois donc faire aujourd'hui? C'est de vérifier si tes objectifs sont SMART. SMART veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et selon un temps défini. Les objectifs sont un des éléments centraux qu'on évalue dans un projet pour percevoir la faisabilité du projet, pour percevoir la qualité de la méthodologie. Donc si déjà tes objectifs ne sont pas SMART, on sait déjà que la méthode sera aussi bancale. Et on sait déjà que la faisabilité sera douteuse. Donc, on ne va pas financer quelqu'un pour qu'il aille faire des essais et qu'il aille au laboratoire inventer des choses pour venir donner les résultats de fond. Jamais. Et donc, on va donc à la troisième erreur, justement, qui est par rapport à la méthode. Lorsque ta méthodologie est imprécise ou incohérente, ça veut dire que tu as bien fait les objectifs, mais on va en méthode, on voit que la méthode ne répond pas aux objectifs. La méthode proposée ne permet pas d'atteindre les objectifs décrits. On va te rejeter. On va te rejeter. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais parce qu'en réalité, si tu as écrit des objectifs SMART, tu dois être capable d'écrire la méthode qui va te permettre de réaliser ces objectifs. Si tu es incapable d'écrire la méthode qui correspond à ces objectifs, alors le projet ne pourra pas être délivré. Tu ne pourras pas fournir les résultats qu'on attend à la fin du travail, donc on te rejette. Donc, la méthode doit être impressionnamment précise, bien élaborée et structurée. Tu dois décrire chaque étape de ta recherche. Oui, chaque étape du début, c'est-à-dire la clairance éthique, jusqu'à la fin. Comment tu vas donner les résultats
aux autorités comment tu vas faire les risk management, comment tu vas donner le résultat aux bailleurs de fonds du début jusqu'à la fin. Et tu dois expliquer cela avec des faits scientifiques solides et justifier également le plan d'action étape par étape. Et donc, on va sur le quatrième problème ou la quatrième erreur que les jeunes chercheurs et même les chercheurs expérimentés commettent, c'est un budget incohérent ou approximatif ou alors mal justifié. Lorsque des gens voient le budget, je ne sais pas si c'est une mentalité de pauvreté ou esprit de pauvreté qu'on a chez nous en Afrique qui nous bloque le cerveau, parce que quand on voit le budget, on voit le montant de l'argent, on commence à trembler, on met des faux chiffres qui ne sont pas des chiffres réels. Alors que le bailleur de fonds attend réellement que tu ailles au laboratoire, tu dis j'aurais besoin de 2 écouvillons, j'aurais besoin de 4 milieux de culture, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à travailler, j'aurais besoin d'un assistant, que tu ailles réellement, tu fasses tout ce recensement-là, tu comptabilises, tu budgétises, tu demandes aux fournisseurs les prix et que tu mets cela en relief dans ton application. En principe, ça semble pas être sorcier, ça semble être vraiment logique, comme une femme qui va au marché et qui doit d'abord faire la liste de ses courses par rapport au repas qu'elle doit faire. Ça semble vraiment logique, mais sauf que lorsqu'on voit des applications sur le terrain, on voit des gens qui écrivent des choses vraiment qui sont hors du commun. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'application, ou si oui, elles sont mal budgétisées. Ça veut dire que tu vas voir une imprimante à 5 000 €, alors qu'on sait bien que l'imprimante c'est 500 € maximum. Donc il y a des gens qui extrapolent le budget parce que c'est dans la tête, il faut prendre l'argent juste pour manger, alors que le projet c'est pour que tu fasses quelque chose pour sauver des vies. Donc si tu as cette mentalité de pauvreté dans ton budget et que tu fais un budget qui est incohérent, imprécis, et au pire de tout, tu n'as pas justifié ton budget, tu n'as pas écrit que la ligne 1 correspond à celui qui va m'aider à collecter sur le terrain, parce qu'il va collecter 5 jours, je vais lui payer tel montant, ou alors la ligne 2 correspond à l'étudiant, à ses frais de laboratoire, au milieu de culture, ou encore au transport. Si tu ne justifies pas en quoi il t'aide pour réaliser tes objectifs, tu seras, tiens-toi bien, rejeté. C'est très simple. Donc la cinquième erreur, ce sont des résultats attendus ou un impact flou. Ça veut dire que tu fais un impact qui semble vraiment extrêmement lointain de ton projet. Tu veux nous faire miroiter un futur où tu as changé le monde avec un petit projet. Pourtant, on sait que ton projet peut faire quelque chose de beaucoup plus précis, plus concis. Mais toi, tu veux essayer de mentir dans ton application en faisant miroiter un futur qui n'est absolument pas possible avec le financement que tu vas recevoir. Il faut que tes résultats et les bénéfices réels que tu vas obtenir au sortir de ta recherche soient vraiment liminaires, soient vraiment clairement en accord avec ce que tu penses honnêtement pouvoir fournir. Si c'est un article scientifique, soit écris que c'est un article scientifique. Si c'est que tu vas aller en communauté, tu vas former des jeunes avec une formation, les professionnels de santé, écris cela. Si tu vas pouvoir faire un diagnostic des patients parce que tu vas faire ta recherche et qui vont avoir donc un diagnostic gratuitement, écris cela. Si parce que tu vas aider le milieu hospitalier à améliorer les procédures de santé, écris cela. Mais ne va pas nous faire penser que tu vas, par exemple, tu vas éliminer le VIH grâce à ton projet uniquement, ce qui est absolument faux, mais sauf que beaucoup de personnes le font dans leur projet et donc sont éliminés parce que l'impact ou les résultats escomptés ne sont pas suffisamment proches de la réalité. La sixième erreur, c'est la revue de littérature absente ou incorrecte. Lorsqu'on fait un projet, on aimerait que ce que tu écrives dans le background, c'est-à-dire les données préliminaires, soient cohérents à la réalité. Si tu utilises ou tu n'utilises pas du tout de référence, ça veut dire que tu fais des choses qui sont de ta tête, de ton imaginaire, et on serait censé te croire parce que tu nous as dit que c'est vrai. Mais pourtant, si tu utilises des données fiables des organismes nationaux ou internationaux comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou encore les Nations Unies, avec des données statistiques qu'ils ont publiées, tu auras plus de chances de convaincre ton audience. Et lorsque tu reproduis ce processus pour la méthodologie, c'est-à-dire une méthode déjà utilisée, on considère que tu sais à peu près ce que tu dois faire et comment t'orienter si jamais il y a un problème au laboratoire. Donc, réalise une vraie revue de la littérature actualisée, ça veut dire récente. On ne cite pas des articles de plus de 7 ans dans un projet et même dans des articles d'ailleurs. Et tu dois montrer que tu maîtrises les enjeux du problème et que tu maîtrises le sujet également. La septième erreur que tu pourrais commettre, c'est d'ignorer la stratégie de mitigation des risques.
Dans tout projet, il y a un risque. Si tu es incapable d'identifier ne serait-ce qu'un seul risque dans ton projet et que l'examinateur qui va lire ton projet réussit à en trouver un seul, c'est un motif de rejet. Dans tout projet, il y a un risque. Ne serait-ce que ta santé, parce que si tu meurs là, aujourd'hui, pendant que tu fais le projet, c'est un risque. Comment ça se passe pour le bailleur de fonds? Donc, oui, dans tout projet, il y a un risque et tu ne peux pas espérer que tout va bien se passer parce que les gens ont l'habitude de dire on espère que l'étude va se passer comme planifié. Sauf que ça, ce n'est pas une stratégie. Donc, tu dois analyser ton projet et la 8e erreur à ne surtout pas commettre, c'est d'utiliser le jargon. C'est vrai, le jargon, ça veut dire que tu utilises des mots trop compliqués, trop sophistiqués, que ce soit dans le sommaire, que ce soit dans ton application. Je sais que ça semble contre-intuitif pour des scientifiques qui poursuivent pour avoir un financement scientifique. Je t'explique. Lorsque tu soumets un projet, un appel à financement, ton application passe par plusieurs étapes. Dans l'une d'elles, ce sont parfois des examinateurs ou alors des administrateurs non scientifiques. Parfois, même ils sont scientifiques, ils ont un PhD, mais ils ne sont pas nécessairement de ton domaine. Ils ne sont pas forcément parasitologues, virologues ou bien oncologues. Donc, tu dois expliquer ton projet pour des gens cultivés, mais qui sont généralistes. Comme un enfant de 12 ans, c'est ce qu'on dit. Tu dois expliquer ton projet comme si tu écrivais un enfant de 12 ans. Et lorsque tu le fais très bien, tout le monde peut comprendre ton projet, il est accessible. Et donc, ça veut dire que tu as enlevé le jargon de ton travail. Et quand tu réussis à enlever le jargon de ton travail, à le rendre accessible à tout le monde, on sait que tu comprends ton travail. Donc ça, c'est la 8e des erreurs à ne surtout pas faire. La 9e erreur, c'est tout simplement d'échouer à montrer son leadership. Je l'ai dit la dernière fois, je le redis encore une fois, les bailleurs de fonds ne financent pas uniquement les projets ou les idées. Les bailleurs de fonds financent les individus. Les individus qui portent ces idées, qui font preuve de leadership, qui font preuve de changement, d'innovation. Donc, si tu ne montres pas comment tu es cet individu-là qu'il doit financer dans ton application, eh bien, ils ne vont pas te financer parce qu'ils n'ont pas ressenti en toi l'étincelle qu'ils recherchent dans chacun des individus qu'ils veulent financer. Donc, tu ne vas pas, par exemple, dire « Je suis passionné et impatient de contribuer ». Ça, c'est ce que quelqu'un de généraliste va dire parce que c'est une phrase bateau que tout le monde dit pour montrer qu'il est passionné. Mais en réalité, si tu es quelqu'un de passionné, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire « J'ai fait telle recherche, I've led the research project on non-natal health, par exemple, et qui a directement impacté 1000 mères et enfants et qui donc m'a permis de publier 12 articles dans des revues Impact Factor. Là, tu montres ta passion de manière professionnelle parce que tu montres, ok, j'ai fait telle chose. Pour aller faire ce travail-là, il faut être assez passionné, déterminé. Et donc, tu contribues déjà. La 10e des erreurs, c'est tout simplement un dossier incomplet ou non conforme. Oublier une lettre de motivation, oublier une lettre de recommandation de superviseur, oublier de soumettre le budget. Toutes ces petites choses-là pourraient détruire ton application. Donc, tu dois à chaque fois vérifier ta checklist. Vérifie que tu respectes le formatage, vérifie que tu respectes les références, tu vérifies que tu respectes toutes les informations qui ont été demandées et que tu anticipes les délais aussi pour que lors de la soumission, parce que les gens soumettent souvent le jour J à la dernière seconde, lors de la soumission, tu n'aies rien oublié. C'est une erreur assez simple, mais qui pourrait survenir parce qu'il y a des plateformes où ça ne vérifie pas. C'est-à-dire tu mets écrit que c'est soumis, c'est parti. Donc, fais attention en faisant ton application. Vérifie toujours que tu as tout respecté scrupuleusement ce que le bailleur de fonds a demandé des downloads requis. Et dans les 2 bonus dont je te parlais, qui pourraient t'aider à augmenter davantage tes chances de succès, c'est tout simplement, première des choses, ne pas laisser l'examinateur guest. Ne laisse pas le revieweur deviner ce que tu entends par X ou par Y. Le deuxième bonus, c'est d'ignorer, d'aligner son projet au bailleur de fonds. Tu ne crées pas le projet pour toi. Tu écris le projet pour parler au bailleur de fonds, pour parler à celui qui va lire ton application, pour parler à celui qui va recevoir ton message. Si tu écris sans tenir compte de ce que cette personne aime ou aimerait voir, sans tenir compte de ses besoins, de ses priorités, de la structuration qui pourrait l'aider à
capter facilement ton message, alors tu aurais beaucoup de chances d'être rejeté. Si tu fais attention à ces 10 erreurs plus ces 2 bonus, bien sûr, tu augmentes tes chances de réussite, tu augmentes tes chances de succès. Je te laisse le lien dans la description pour avoir mon guide complet sur les 10 erreurs à ne surtout pas faire dans une application. Et comme je t'ai dit, ne va jamais soumettre ton protocole de recherche dans un barre de fond sans laisser les gens relire. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur et qu'elle pourra t'aider à maximiser tes chances de succès. Si tu ne sais pas par où commencer et que tu as besoin d'aide pour structurer ta pensée, pour structurer ton plan d'action, ta vision, ton histoire même, rejoins-nous pour le Recherche Rosette programme. Ce programme de 2 semaines que nous passons ensemble avec moi et mon équipe et toi bien sûr pour t'aider à clarifier ta vision, à te réaligner avec tes valeurs, tes missions et surtout à structurer, à te donner un plan d'action pour tes publications et pour tes appels à financement. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te prendre en main. Commence dès aujourd'hui parce que l'Afrique a besoin de toi. Comme je dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. Bye bye.